Salut, salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars et franchement, je trouve que j'ai eu des bonnes lectures, j'en ai eu plus que d'habitude et j'ai eu des coups de cœur. Sans m'attarder, je vais commencer direct avec la première que j'ai fait. C'est une lecture commune avec Le Coin d'Audrey. Et on a tous les deux adoré ce livre. Donc c'est A Forgery of Roses de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Déjà j'adorais franchement la couverture. Mais alors l'histoire, franchement, elle n'est pas en reste. Et si vous pouvez observer, vous voyez forcément une petite rose. C'est aussi ce qui m'a décidé à lire le livre parce que je vous rappelle que mon 4 Book Challenge du mois de mars, c'était de lire un livre ou un roman avec une couverture printanière ou alors avec des fleurs dessus, vu que c'est le 20 mars que c'est le printemps. Donc, j'ai pris celui-là dans ce but-là. Donc, ce roman, que dire? Franchement, j'ai adoré ce roman. Donc en fait, si vous voulez, c'est du fantastique. Il s'agit donc d'une jeune fille qui possède un talent de retranscrire dans sa peinture, parce qu'elle aime, c'est une artiste, elle aime peindre, elle fait surtout des portraits, et elle a le pouvoir de modifier certaines choses sur sa peinture par rapport au modèle. J'explique, je donne un exemple tout bête. Elle doit faire le portrait d'un chien qui s'est blessé à la patte, mais elle décide pendant le portrait de cacher cette blessure, limite. Et avec son pouvoir, en fait, en cachant la blessure et en ne la mettant pas sur le portrait avec la couleur, eh bien le chien est guéri. Donc, ce genre de don, de pouvoir, n'est pas très bien vu à cette époque-là parce qu'on pouvait également faire du mal aux gens via les portraits. La personne qui était en charge de gouverner le royaume était contre ce genre de pouvoir, donc d'artiste. Et généralement, ce genre de métier était mal vu et plutôt caché d'ailleurs. Donc là, donc on retrouve Mira Whitlock qui a perdu ses parents, sa mère qui était justement qui avait ce genre de pouvoir, qui vit pauvrement avec sa petite sœur qui est malade. Euh, une dame, la femme du gouverneur, en plus c'est le gouverneur qui est contre ce genre de choses, qui vient lui demander de lui faire un portrait et elle s'aperçoit de son pouvoir et elle va lui demander, du coup, en chantage, de venir faire le portrait de son fils récemment décédé. Soit elle le fait, soit elle la dénonce. Et donc, forcément, elle ira en prison, voire pire, parce que voilà, c'est pas tout à fait très sympa. Donc, mais si elle arrive à le faire revenir à la vie, elle aura l'argent qui permettra de sauver sa petite sœur. Donc, elle n'a pas trop le choix. Elle accepte. Elle se rend au manoir, donc le manoir des Roses, qui est vraiment un manoir magnifique. Et c'est là que les ennuis vont commencer parce qu'elle va s'apercevoir que le corps du défunt n'est pas ce qu'il semble paraître. Il est censé être tombé de son balcon et elle s'aperçoit qu'il y a une entaille de style poignard dans l'abdomen, des choses comme ça. Et elle va essayer un petit peu de mener l'enquête parce que du coup, si elle n'arrive pas à déterminer la cause de la mort du garçon, du jeune homme, qui est l'héritier, eh ben, son pouvoir ne fonctionne pas. Et elle n'a que 4 jours pour faire le portrait et pour réussir à le ramener à la vie. Donc, forcément, le temps lui est compté. Alors, que dire? L'histoire déjà est pleine d'action, pleine de rebondissements, pleine de magie. L'écriture, elle est fluide, elle est
délicieuse. Franchement, elle est délicieuse. J'ai passé un excellent moment. Je n'arrivais pas à lâcher ce roman. Après l'enquête, c'est vrai que je me suis mis aussi à me poser des questions sur certaines choses. Je pense que tous lecteurs qui liront ce roman se demanderont le pourquoi du comment en détail. Euh, voilà. Et par contre, c'est censé être un one-shot, mais la dernière phrase du roman m'incite à penser qu'il pourrait y avoir une suite. Donc, personnellement, s'il y a une suite, c'est sûr que je la lirai. Dès qu'elle sortira en français, je la lirai. C'est vraiment, il y a beaucoup de coups de théâtre, je me suis mis à suspecter beaucoup de choses et finalement, il y a eu énormément de rebondissements auxquels je m'y attendais pas, j'avais pas pensé à certaines choses. Donc, franchement, j'ai vraiment adoré ce livre et Audrey est d'accord avec moi, c'est vraiment un excellent roman, je l'ai lu très rapidement, pourtant c'est quand même une bonne bricasse, hein. Donc franchement, c'était sublime. Ensuite, j'ai embrayé sur, et beaucoup en ont parlé, The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov, de Lynette Noni, de chez Hachette Roman. Là, c'est pareil, je l'ai choisi. Pourquoi? Parce que si vous voyez bien, il y a une fleur dessus. Donc, ça marche pour le challenge. Alors, comment vous dire? Celui-là, bah, c'est pareil. C'est un coup de cœur. Je ne me suis pas ennuyée du tout. On se retrouve donc avec une jeune fille qui est en prison, qui a été enfermée avec son père. Son père a fait... apparemment, dans cette prison, c'est très très dur d'y survivre. Elle travaille à l'infirmerie. Elle est guérisseuse donc. Elle apprend à faire des potions, tout ça, un peu comme une apothicairesse, hein, voilà. Son père a fini par mourir, il n'a pas réussi à tenir suite à une épidémie dans la prison. Et sa famille doit venir la chercher parce que sa famille fait partie des rebelles. Et elle reçoit, depuis 10 ans, elle reçoit des messages lui disant « Ne t'inquiète pas, on arrive, tiens bon, courage ». Donc elle y croit, elle espère vraiment pouvoir sortir de là. Mais au bout de 10 ans, quand vous recevez toujours ce genre de message et que vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe, bah, elle commence un petit peu à désespérer, la pauvre. Et voilà qu'une nouvelle prisonnière arrive et il s'agit de la reine de rebelle qui arrive, qui est malade, qui est mourante même, pratiquement. Et elle reçoit un message de sa famille en disant « Fais tout pour la garder en vie, on arrive, on vient vous chercher ». Sauf que cette reine, elle ne tient même pas debout, elle est complètement elle est sur le seuil de la mort, limite, hein, elle est toujours inconsciente la plupart du temps. Et cette reine, elle est censée subir des... Comment expliquer ça? Elle est censée subir des épreuves, les épreuves des 4 de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Si elle subit ces 4 épreuves, parce que c'est de la magie, elle pourra être libre. Sauf que la plupart du temps, ceux qui doivent passer ces épreuves, généralement ils arrivent à en passer une ou deux, mais les 4, non, ils finissent par mourir. Donc cette reine, n'étant pas capable de poser le pied à terre, et étant donné qu'elle ne pourra pas réussir même la première épreuve, eh bien, nous avons donc... comment elle s'appelle déjà Kiva, voilà, c'est ça. Kiva, j'avais oublié son nom. Qui va se porter volontaire pour passer les épreuves à la place de la reine. Donc, elle va commencer par l'épreuve de l'air, pour ensuite faire l'épreuve du feu, ensuite l'épreuve de l'eau et terminer par l'épreuve de la terre. Seul problème, c'est qu'elle n'a pas de magie en elle, donc c'est du suicide, ni plus ni moins. Mais voilà,
On lui a demandé de la garder en vie. Elle doit la garder en vie, coûte que coûte. Alors, ce livre, franchement, bah, plein de suspense aussi, un peu comme le premier. J'ai adoré les personnages, particulièrement celui de Kip, de Jaren aussi, qui est arrivé aussi, qui est un prisonnier qui est arrivé aussi très peu de temps avant. Franchement, il y a plein d'actions, il y a des retournements de situation, il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on apprend à la fin qui surprennent le lecteur. J'ai adoré l'histoire. Normalement, le tome 2 est sorti là, ce mois-ci, je l'ai acheté. Donc voilà, c'est clair que je vais me lancer dedans dès que possible avec Audrey. Franchement, je n'ai pas été déçue un seul instant de ce roman. Et je vous le recommande, franchement, j'ai adoré. Voilà. Ensuite, j'ai embrayé, alors, version, alors, à moitié, audiolib, moitié lecture. La saga, donc, du Prince Cruel. Donc, j'ai lu Le Roi Maléfique de Holly Black chez Rajo et sa suite. Il me fallait absolument savoir la suite. La Reine sans royaume, donc. Franchement, c'est mes coups de cœur. Déjà, bon, Le Prince Cruel était pas mal, le tome 1. Mais là, on entre dans, comment dire, le tome 1 relatait plutôt les effets, c'était des adolescents en fait, c'était des gamins, on avait des gamineries. Là, on se retrouve plus sur des jeux d'adultes, de pouvoir, de trahison, de magie aussi, hein, parce qu'on est au royaume des Fae quand même, hein, à Terra Fae. Et une mortelle doit savoir gérer au sein de la cour pour pas tomber dans des pièges de mort, des tentatives de trahison, d'assassinat, tout ça. Donc, elle doit tout faire pour s'occuper donc de Cardan, qui est devenu roi. Je peux pas trop en dire non plus parce que sinon je spoil ceux qui n'ont pas lu le 1. Et elle doit tout faire également pour protéger sa famille et se protéger elle-même. Beaucoup d'actions. Franchement, l'écriture fluide. J'adore franchement cette héroïne qui s'appelle Jude. Et je commence petit à petit à aimer, à apprécier Cardan, que je détestais littéralement dans le tome 1 tellement il était insupportable. Mais dans le tome 2 et dans le tome 3, plus j'en apprends sur lui, plus je vois ses actions et plus je le trouve sympathique. Faut dire, quand même. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette saga. Je sais qu'il y a un petit préquel, les sœurs perdues, donc qui parle de Tarine et Jude, les sœurs jumelles. Et il y a également pourquoi le prince Cardan déteste les contes de fées, je crois, quelque chose comme ça. Donc dès que je pourrai, je me les procurerai parce que même si ça fait plus partie des histoires, de l'histoire en elle-même, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. C'est difficile dans ces trilogies-là, dans ces sagas. Ce qui est le plus difficile, c'est que quand on les adore à tel point, on n'a pas envie de refermer le livre. On n'a pas envie de quitter les personnages. Je n'ai pas eu envie de quitter Terra Fae. Ni plus ni moins, j'avais envie de rester avec eux. J'avais envie de savoir un peu plus sur leur destin, sur leur futur, voilà ce qu'elle allait advenir. Et ça, c'est toujours frustrant quand un lecteur tombe littéralement amoureuse d'une saga et qui doit malheureusement la quitter parce qu'elle est terminée. Voilà, ça c'était ce qui était le plus dommage. Voilà. La lecture suivante a été un service presse, donc c'était la suite de la saga des enfants indociles, donc le tome 3, Sous un ciel de sucre de Sinan Maguire chez Pygmalion, que j'ai reçu, merci beaucoup. Si vous voyez bien, ça fait vraiment une couverture, je vais essayer de vous la montrer, couverture assez printanière aussi, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Le livre n'est pas très long. En vrai, j'ai mis 3 jours à le lire. Alors,
On est toujours sur du fantastique. Si je vous relate un petit peu l'histoire donc des enfants indociles, ce sont des enfants qui ont trouvé des portes menant à des mondes parallèles. Et la plupart d'entre eux ont adoré le monde parallèle, mais pour une raison X ou Y, ils ont réatterri sur Terre et ils font tout, la plupart, hein, parce que d'autres ne veulent pas, la plupart veulent tout faire pour retourner dans le monde dans lequel ils sont allés. Donc le problème, c'est qu'ils ont du mal à se réintégrer à la société. Et donc, les parents les inscrivent dans une école spécialisée, parce que cette école connaît ses portes menant sur les mondes parallèles. Et la directrice fait tout pour essayer de les réorienter, des fois les aider à réintégrer leur monde parallèle si jamais ils y arrivent, parce que c'est pas facile de retrouver la porte. Des fois, certains ne la retrouvent jamais. Donc, c'est une école où ces enfants-là, ces ados-là, se sentent vraiment compris parce qu'ils côtoient d'autres enfants qui ont vécu la même chose, mais pas forcément les mêmes mondes. Alors, on est vraiment... moi, ce qui m'embête... J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé, hein, j'ai continué, si c'est le tome 3, c'est que j'ai aimé, sinon j'aurais arrêté. La seule chose, c'est que c'est assez abstrait comme histoire. Les mondes parallèles sont... Il n'y a pas de logique, franchement, il n'y a pas de logique. Il y a des mondes où la personne qui passe devient sirène. Bon, je dis pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Par contre, il y en a d'autres où pour le roi ou la reine, il faut rester une statue. Il faut apprendre à devenir statue et ne plus bouger, limite ne plus respirer. Et franchement, là, ce qui était arrivé à Nancy dans le tome 1, je trouve que ce mot vraiment abrupt, vraiment illogique, d'aimer ce genre de choses, pour une humaine, de faire la statue pour le plaisir du roi ou de la reine et de ne pas bouger de la journée. C'est... Bon, bref. Là, on va retrouver une autre fille qui va arriver avec une robe en forme de gâteau, qui vient d'un monde de sucre, de bonbons. Tout est à base bonbons. On a l'impression d'être dans la maison de Hansel et Gretel, hein, la maison de la sorcière, là, en pain d'épices. Et le seul souci, c'est que cette jeune fille est la fille de Soumi, qui, dans le tome 1, est morte. Donc, comment elle peut être la fille d'une morte? Donc, c'est là que plusieurs des enfants qui sont encore là, parce que d'autres sont déjà partis au fil des deux autres tomes, qu'ils ont réussi à retrouver leur porte, ils vont essayer de mener l'enquête et ils vont essayer de découvrir comment faire pour ramener Soumi à la vie, pour qu'elle puisse donner naissance dans le futur à cette jeune fille, parce que cette jeune fille, du coup, elle est en train de disparaître. Pas cool. Alors, on retrouve Cadet, on retrouve Christopher avec sa flûte qui arrive à faire bouger les squelettes. Ça, je trouvais que c'est assez drôle comme anecdote. L'histoire est toujours bien menée, mais c'est le côté abstrait vraiment qui me bloque un petit peu dans l'histoire. Mais sinon, c'est appréciable. C'est appréciable. Si vous cherchez de la logique, franchement, vous allez moins apprécier. Par contre, si vous cherchez de l'absurde, de la magie, quelque chose qui sort complètement mal, complètement de l'ordinaire, oui, cette saga est faite pour vous. De toute façon, je pense qu'à partir de 10 ans déjà, c'est possible de la lire, de la commencer. Donc, voilà. J'ai bien aimé quand même la fin. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura un tome 4, je ne sais pas encore. Mais comme on suit quand même d'autres enfants qui n'ont toujours pas trouvé leur porte, on ne sait pas s'ils la trouveront un jour remarquée. Mais voilà, j'aimerais quand même en savoir plus sur Cadet et Christopher, si eux, ils retrouveront leur porte ou pas. Donc voilà.
Et le dernier, donc la princesse sans visage d'Ariel Holz des Royaumes Immobiles. Donc c'est le tome 1 aux éditions Slalom. Alors, déjà, je devais le lire, et parce que le tome 2 est sorti récemment. Après, j'ai choisi parce que tout autour, si vous, je vais essayer de vous montrer, vous voyez bien, il y a des feuilles, et on parle de saison dedans. Donc, pas que de l'automne, il y a également, vous voyez, il y a des feuilles vertes, donc ça fait penser au printemps. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Donc, vous voyez, j'ai vraiment bien choisi mes lectures pour mon 4 bout challenge du mois de mars. Donc, on se retrouve avec une héritière qui est toute seule dans son manoir et qui est maudite. C'est-à-dire que si on voit son visage, la personne qui voit le visage de Ivy, elle devient folle et elle va tenter de se tuer, de se suicider, de se mutiler. Donc, elle porte constamment un masque. Et donc, les royaumes, donc ça fait un peu penser à Songe d'une nuit d'été, hein, parce qu'on se retrouve avec la reine Titania, le roi Oberon, la reine Mab, tout ça. Donc, il y a 3 reines qui gouvernent le royaume et il manque un souverain sur le trône de l'automne. Et le souverain en question était le père donc, de Ivy. Et donc, pour éviter que le royaume s'effondre, parce que le royaume, pour qu'il fonctionne, il doit y avoir 4 souverains ou 4 souveraines, il faut donc une 4e reine au pouvoir dans la cour donc, de l'automne. Et donc, les 3 reines restantes vont lancer un challenge et vont choisir chacune 2 prétendantes à la couronne qui vont devoir passer des épreuves pour pouvoir acquérir le trône. Ivy, elle n'a pas trop le choix. Elle va devoir, ça va être la seule de son côté du royaume de l'automne, vu que c'est la seule descendante. Hein, normalement, c'est censé être l'héritière, mais bon, elle va devoir passer également ses épreuves comme les 6 autres. Et alors là, on est dans les mesquineries, tout ça, parce que ce sont des filles. Alors forcément, qui dit fille dit crépage de chignon, jalousie, des petites choses bêtes et méchantes. Donc, et elle n'a pas beaucoup de pouvoir, malheureusement. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'art. Elle n'arrive pas trop à utiliser son art. Donc, pour survivre aux épreuves, c'est pas gagné. Je ne vais pas vous dire la suite parce que voilà, moi j'ai hâte de lire le tome 2. Donc toujours est-il que j'ai vraiment aimé, les épreuves étaient quand même assez atypiques, voilà, atypiques, je cherchais le mot. J'ai vraiment adoré l'héroïne. La seule chose qui m'embête dans ce roman, c'est que les personnages, tous les autres personnages que Ivy joue double, voire parfois triple rôle, ils ont plusieurs faces cachées, et ça m'a empêché de me lier avec les personnages et de les trouver sympathiques. Pourtant, certains auraient pu être assez bien, hein, j'aurais pu m'attacher à certains personnages, mais malheureusement, ils sont tellement, comment dire, certains sont cruels, certains sont facétieux, certains sont, comment je pourrais vous dire ça, ils manquent d'humanité, voilà, ils manquent d'humanité, beaucoup, ils sont froids, ils sont distants, tout ce qui les intéresse c'est le pouvoir. Ce qui fait que on ne peut pas vraiment se prendre de sympathie pour certains qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Mais j'ai quand même aimé le livre. J'ai quand même acheté le tome 2. C'est pas pour rien. Si j'avais pas aimé l'histoire, si j'avais pas aimé, j'aurais pas acheté le tome 2 direct. Donc franchement, j'ai apprécié l'histoire, même si je trouve que l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais je dirais que c'est une femme, mais je ne suis pas sûre.
entre guillemets, c'est pas foulé pour créer son monde, vu qu'elle se sert vraiment des personnages de Shakespeare, avec la reine Titania, le roi Oberon, tout ça, avec Puck, Goodfellow, qu'on connaît vraiment, hein, par rapport au prince cruel ou Terafae. Moi, je ne connaissais pas du tout. Cardan, c'est des personnages vraiment inventés. Euh, Tandis que là, c'est des personnages qu'on a déjà entendu parler, ne serait-ce que de nom. Et ça, c'est ce que je trouve dommage. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé l'histoire et j'ai hâte de lire la suite, que je lirai probablement en lecture commune avec ma binôme Audrey. Donc voilà. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lectures par rapport à d'habitude où j'en lis à peu près 4. Donc je suis assez contente de moi. Donc voilà. Bon, dans l'ensemble, il y a 1, 2, 3, 4 pépites. 4 pépites, 4 coups de cœur. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, cette vidéo pour mon bilan lecture du mois de mars se termine. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, hein. Un petit pouce, un petit like pour me soutenir dans ma chaîne, c'est toujours sympa. Et échanger et me donner votre point de vue par rapport aux lectures que j'ai effectuées ce mois-ci. Ça me fait toujours plaisir d'échanger. Voilà. Donc moi, je vous retrouve bientôt pour le book haul du mois de mars, qui est assez raisonnable, comme je l'ai déjà mentionné dans les sorties livresques pour le mois d'avril. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!